En 2010, un bus pénitentiaire a quitté le complexe pénitentiaire de haute sécurité situé en périphérie de Marseille, peu avant l'aube. Le trajet était simple, traverser le sud de la France en direction de Lyon, où 9 détenus devaient être transférés suite à la fermeture d'urgence d'une ancienne aile. Le véhicule était un modèle standard du ministère de la Justice, vitres grillagées, compartiments individuels et 2 agents armés à l'avant. Rien, ce matin-là, ne laissait présager que ce trajet entrerait dans l'histoire comme l'une des disparitions les plus énigmatiques du pays. Le chauffeur, Alain Roche, était réputé pour sa précision quasi obsessionnelle. Ancien militaire, il rédigeait des rapports irréprochables. L'agent chargé de l'escorte, le capitaine Émile Garnier, avait la réputation inverse, efficace, mais pragmatique au point d'ignorer les protocoles jugés exagérés. Parmi les détenus se trouvait Mathieu Vasseur, condamné pour fraude financière à grande échelle. Contrairement aux autres, il n'avait aucun antécédent de violence. Il était réservé, observateur. Pendant l'incarcération, il gardait les yeux fixés au sol, humide, sous la fine bruine qui tombait sur la cour intérieure. Ses poignets étaient bémenottés et reflétaient la froide lumière du matin. À 5h42, le portail s'est refermé derrière le bus. À 6h17, le véhicule a franchi le dernier péage enregistré par les caméras de l'autoroute A7. À 6h53, le signal du traceur a commencé à fluctuer. À 7h02, il a disparu. Aucun appel de détresse, aucune collision enregistrée. Aucun arrêt non autorisé constaté. Dans un premier temps, on a suspecté une panne technique. Le système de suivi des véhicules avait déjà connu des dysfonctionnements. Mais lorsque le bus n'est pas arrivé à Lyon à 10h15, une alerte nationale a été déclenchée. Des hélicoptères ont survolé des tronçons de l'autoroute A7. Des équipes ont fouillé les zones rurales, les viaducs, les pentes et les tunnels. Aucun débris. Aucune trace de freinage, aucun rapport fiable, le plus troublant, aucune trace du départ du bus de l'autoroute. Comme si elle s'était évaporée, la presse française a réagi avec fureur. « Échec de l'État », titraient les journaux. Les familles des prisonniers exigeaient des réponses. Certains étaient des criminels dangereux, d'autres, comme Vasseur, avaient écopé de courtes peines. Mais ils avaient tous un point commun. Ils avaient disparu alors qu'ils étaient en détention. Le capitaine Garnier devint le visage public de la tragédie. Dans ses interviews, il maintint une position ferme, répétant que l'enquête suivait toutes les pistes possibles. En interne, cependant, régnait une panique contenue. Si évasion avait lieu, elle serait la plus sophistiquée jamais enregistrée dans le système pénitentiaire français. Mais rien n'indiquait une tentative d'évasion. Aucune transaction bancaire suspecte n'a été constatée en lien avec des membres de la famille. Aucun contact intercepté, aucune plainte pour infraction pénale. Les mois se sont transformés en années. En 2012, l'enquête a été officiellement requalifiée en disparition collective de cause indéterminée. L'affaire s'est apaisée. En 2019, un séisme de magnitude modérée a frappé le sud-est de la France, son épicentre se situant près d'une zone montagneuse peu peuplée entre Marseille et Lyon. Les répliques ont provoqué des glissements de terrain sur d'anciennes routes de campagne, dont certaines étaient impraticables depuis les années 1980. Lors du déblaiement des débris d'une route effondrée, des ouvriers ont découvert un objet métallique sous des tonnes de terre compactée. Au début, ils ont cru que cela faisait partie d'une vieille machine. Ils se sont alors rendus compte qu'il s'agissait d'une structure tubulaire peinte en bleu foncé, partie d'un panneau latéral. Le numéro partiel était encore visible sous la rouille et le béton durci. Elle correspondait à la norme pour la flotte pénitentiaire en 2010. Les fouilles ont été interrompues. La zone a été bouclée. Ce qui se révéla dans les jours suivants choqua le pays. Le bus était enseveli sous les vestiges d'un ancien tunnel désaffecté, une structure qui, officiellement, ne faisait pas partie du tracé moderne. Les analyses préliminaires ont indiqué que le tunnel s'était complètement effondré sur le véhicule. Mais il y avait un détail troublant.
L'entrée de ce tunnel a été scellée avec du vieux béton et des panneaux indiquent qu'il est fermé depuis 1984. Pour que le bus soit là, il aurait fallu que quelqu'un enlève la barrière. Ou alors, le véhicule n'aurait jamais dû se trouver sur cette route. Parmi les débris internes, les experts ont découvert des restes humains, confirmant brutalement que personne n'avait survécu. Mais c'est un autre objet qui a complètement changé le cours du récit. Sous le siège arrière droit, protégé par une improbable couche de métal tordu, gisait un carnet partiellement conservé par la compression. Un journal intime. Les premières pages étaient abîmées, mais les sections lisibles contenaient des dates. Ils ont commencé le matin de la disparition, et ils ont été signés Mathieu Vasseur. Si le bus avait été enseveli presque immédiatement après son entrée dans le tunnel, comment le journal intime pouvait-il contenir des entrées suggérant des jours de survie? Plus inquiétant encore, certains témoignages mentionnaient des bruits provenant de l'extérieur, mesures, machines. Et une phrase répétée plus d'une fois, « Ils savent que nous sommes là ». La découverte a fuité avant même la publication du rapport officiel. En quelques heures, l'affaire s'est retrouvée sous les feux des projecteurs nationaux. Des émissions spéciales ont relancé d'anciennes théories. Des théories du complot ont fleuri sur les réseaux sociaux. Mais pour les chercheurs qui sont retournés sur les lieux, la question était plus simple et plus troublante. S'il y avait eu un enterrement immédiat, il n'y aurait pas eu le temps d'écrire. S'il y a eu des survivants, quelqu'un le savait. Et si quelqu'un savait, pourquoi n'y a-t-il jamais eu de sauvetage? La poussière du tremblement de terre était encore présente dans l'air lorsque le journal intime a été emporté pour analyse médico-légale. 9 années de silence allaient être rompues, mais peut-être que certaines vérités étaient plus dangereuses que la disparition elle-même. Le tronçon de vieille route où le bus a été retrouvé se situait à quelques kilomètres d'un village presque oublié nommé Saint-Bérin-les-Roches, un hameau de maisons en pierre, niché au creux de coteaux calcaires, faisant officiellement partie du département des Bouches-du-Rhône. La région était connue pour ses sentiers mal balisés, ses grottes naturelles et ses tunnels ferroviaires abandonnés datant des années 1980, époque à laquelle de nouvelles lignes avaient été construites pour moderniser les transports entre Marseille et Lyon. La route secondaire où se trouvait le tunnel désaffecté n'apparaissait pas sur les cartes numériques les plus récentes. Seuls les riverains de longue date en connaissaient l'existence. Après 1984, l'accès fut officiellement interdit en raison de risques structurels. Malgré cela, des témoignages informels indiquaient que des chauffeurs routiers l'empruntaient occasionnellement comme raccourci clandestin pour éviter les péages. Le capitaine Émile Garnier, désormais grisonnant et proche de la retraite, est retourné sur les lieux en 2019 avec une attitude plus inflexible que jamais. 9 ans plus tôt, il avait assuré à la presse que l'itinéraire n'avait pas été dévié. À présent, il devait expliquer comment un bus officiel s'était retrouvé dans un tunnel hors de l'itinéraire autorisé. Les enregistrements numériques de cette heure ont révélé un fait curieux. À 6h49, le GPS du véhicule a indiqué un écart de quelques mètres seulement sur l'itinéraire, insuffisant pour déclencher une alerte automatique. Comme si le système avait été légèrement manipulé ou temporairement mal calibré. Alain Roche, le chauffeur, avait toujours été réputé pour son intransigeance quant au respect des protocoles. Veuf et père d'une adolescente à l'époque, il n'avait jamais reçu le moindre avertissement disciplinaire. Ses collègues affirmaient qu'il n'improvisait jamais d'itinéraire. Parmi les détenus, on observait des profils distincts. Karim Ben Saïd, reconnu coupable de trafic international. Luc Morel, impliqué dans un homicide involontaire. Étienne Roland, accusé d'extorsion violente. Et Mathieu Vasseur, l'auteur du journal. Mathieu était le plus énigmatique. Avant son arrestation, il était analyste financier à Paris. Il travaillait pour une société d'investissement qui a fait faillite suite à des accusations de manipulation de marché. Officiellement, il était le cerveau de l'opération. Officieusement, il a toujours prétendu être le seul à ne pas avoir fui. Lors de l'embarquement en 2010, un détail est passé presque inaperçu.
Mathieu portait un petit carnet dans la poche intérieure de sa veste. L'objet a fait l'objet d'une fouille superficielle. Il ne présentait aucun risque apparent. Autoriser l'écriture pendant le transport n'était pas courant, mais n'était pas interdit non plus, tant que le contenu ne présentait aucun danger physique. Dans les premières pages lisibles de son journal, il décrit le moment du changement d'itinéraire. On a tourné à droite. Il ne devrait pas y avoir de virage à droite. D'après la reconstitution technique effectuée après le séisme, le bus a quitté la 7 par une sortie secondaire ouverte temporairement pour travaux. À ce moment-là, une signalisation provisoire, cônes et panneaux mobiles étaient en place. Si quelqu'un avait déplacé l'un de ces panneaux, il aurait été possible de faire dévier le véhicule sans éveiller immédiatement les soupçons. En 2019, des habitants de Saint-Bérin-les-Roches ont rapporté avoir entendu, le matin de la disparition, une sorte de grondement lointain. Or, les tremblements de terre de faible magnitude étaient fréquents dans la région. Aucune enquête n'a été menée. La géologie locale ajoutait à la complexité du problème. Le sol calcaire de Provence présente des cavités naturelles instables. Un vieux tunnel mal renforcé pouvait s'effondrer sous l'effet de fortes vibrations. Mais le journal intime suggérait autre chose. Mathieu a indiqué que l'impact n'avait pas été instantané. Il a décrit un brusque écart, un freinage violent, puis une collision partielle avant l'effondrement total. Cela indiquait que le bus était déjà structurellement fragilisé à l'entrée du tunnel. Une autre figure a commencé à prendre de l'importance dans les enquêtes rouvertes. Claire Dubois, ingénieure civile qui, en 2010, avait participé à une commission d'évaluation de la sécurité des tunnels abandonnés du sud de la France. Son rapport préliminaire, déposé plusieurs mois avant la disparition, recommandait le renforcement immédiat de 3 ouvrages, dont le tunnel où le bus a été retrouvé. Ce document n'a jamais fait l'objet d'une action exécutive. Budget insuffisant selon les documents administratifs. Claire a quitté la fonction publique 2 ans plus tard. Contactée en 2019, elle a déclaré ne pas se souvenir des détails précis, mais elle a reconnu le nom du tunnel. C'était une bombe à retardement géologique, a-t-il déclaré dans son témoignage. Par ailleurs, l'analyse médico-légale du journal a révélé que certaines pages avaient été écrites avec une pression irrégulière, comme si l'auteur avait appuyé le carnet contre une surface instable. Des taches témoignant d'une faible luminosité étaient présentes, du graphite altéré par l'humidité et de fines poussières. Ce qui était le plus troublant, c'était la chronologie. Les inscriptions couvraient au moins 4 jours après la date de disparition. Si cela se confirmait, cela signifierait que la sépulture n'était pas totalement étanche. Il y avait des poches d'air, peut-être des espaces permettant la survie. Mais cela a également soulevé une autre question. S'ils ont survécu pendant des jours, pourquoi personne n'a-t-il entendu leurs appels à l'aide? Le journal mentionnait des bruits métalliques à l'extérieur le 2e jour. Ils creusent, mais officiellement, aucune équipe de secours n'était présente dans la zone en 2010. Saint-Bérin-les-Roches comptait moins de 200 habitants, pour la plupart âgés. La couverture de téléphonie mobile y était alors limitée. Le monde extérieur suivait son cours. Tandis que Paris débattait des réformes financières et que Marseille était confronté à des crises politiques locales, 9 hommes restaient ensevelis sous plusieurs mètres de roches, peut-être encore en vie pour un temps. La culture française valorise fortement la responsabilité de l'État en matière de garde d'enfants. Cette affaire a relancé les débats sur la négligence structurelle et la corruption administrative. Des enquêtes ont réexaminé les contrats d'entretien des infrastructures signés avant 2010. Le nom de l'entreprise responsable de la fermeture officielle du tunnel est apparu dans les rapports. Une filiale régionale peu connue, dissoute en 2013. Coïncidence ou lien? Pendant que les experts analysèrent le carnet de Mathieu, une phrase a commencé à circuler parmi les enquêteurs. Un détour n'est pas un accident, c'est une décision. Si quelqu'un a repositionné la signalétique, si seulement quelqu'un connaissait la fragilité du tunnel, si quelqu'un creusait, ou du moins s'approchait, dans les jours suivants,
Alors, cette disparition cessa d'être une simple tragédie géologique. Cela devenait quelque chose de délibéré. Et ce journal était peut-être moins un récit de survie qu'un témoignage. La réouverture officielle du dossier au second semestre 2019 n'était pas un simple geste symbolique. Le ministère de la Justice a nommé à Paris une nouvelle équipe spéciale indépendante, distincte de celle de 2010. Cette décision a suscité un malaise en interne, notamment chez le capitaine Garnier, contraint de remettre d'anciens rapports sous haute surveillance. La première incohérence est apparue lors de l'analyse des dossiers d'entretien du bus. En 2009, le système GPS du véhicule avait fait l'objet d'une mise à jour du micrologiciel effectué par une société tierce spécialisée dans les technologies automobiles basée à Marseille. Ce contrat, conclu en urgence, avait été approuvé sans appel d'offres formel en raison d'un besoin opérationnel urgent. Les techniciens ont récemment découvert un détail important. Le système autorisait le stockage local des données d'itinéraire pendant 8 minutes maximum avant leur synchronisation avec le serveur central. En cas d'interruption du signal durant cet intervalle, les informations risquaient de ne jamais être transmises. Cela expliquerait la fluctuation enregistrée à 6h53 en 2010. Mais cela n'expliquait pas qui aurait pu manipuler la diversion. Par ailleurs, l'analyse structurelle du tunnel a révélé un autre détail inquiétant. L'effondrement n'était pas d'origine purement naturelle. Des marques internes, compatibles avec des micro-explosions ou des détonations de faible intensité, ont été constatées, ce qui aurait pu accélérer la chute de l'ouvrage. Rien de concluant, mais suffisamment pour changer le ton de l'enquête. Dans son journal, Mathieu a décrit le moment précis où le bus a tourné sur la mauvaise route. Le conducteur a hésité. L'agent a indiqué que le panneau signalait une déviation officielle. Il n'y a pas eu de longue discussion. Cela plaça le capitaine Garnier au centre de la décision. Interrogé en 2019, Garnier a nié avoir donné des instructions hors protocole. Il a affirmé que si écart il y avait eu, il provenait exclusivement du pilote. Mais Alain Roche n'a plus pu se défendre. Un autre extrait du journal intime a accru la tension. Ce n'était pas un accident, il s'y attendait. La phrase était isolée, écrite au graphite pressé si fort qu'il a failli déchirer le papier. Les enquêteurs ont commencé à recouper les données des marchés publics de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, antérieure à 2010. Ils ont découvert que l'entreprise chargée de l'étanchéification du tunnel avait sous-traité les inspections structurelles à une entreprise plus petite plusieurs semaines avant la disparition. Ce sous-traitant avait un lien indirect avec l'un des investisseurs impliqués dans le scandale financier pour lequel Mathieu a été condamné. Coïncidence statistique? Peut-être, mais le conflit ne se limitait plus à la négligence. Il impliquait désormais des intérêts financiers et d'éventuels silences. Le groupe de travail a convoqué Claire Dubois pour un complément d'enquête. Sous la pression, elle a révélé que son rapport technique de 2010 avait été modifié avant son dépôt officiel. La recommandation initiale ne se limitait pas à un renforcement structurel. Elle préconisait une fermeture totale et immédiate, assortie d'une surveillance permanente. La version finale a atténué le risque. Quelqu'un a modifié le document. Parallèlement, une équipe médico-légale spécialisée a analysé les particules retrouvées à l'intérieur du bus. Des traces de nitrate ont été détectées à des concentrations trop faibles pour confirmer une explosion intentionnelle, mais trop élevée pour être considérée comme naturelle dans un espace clos. Le conflit comportait désormais plusieurs niveaux. Une déviation induite possible, un tunnel structurellement condamné, un rapport technique modifié, un détenu impliqué dans un scandale financier aux répercussions politiques, une entrée de journal intime suggérant une présence extérieure après l'enterrement. Mais la plus grande tension est apparue lorsque les experts en analyse graphologique ont identifié quelque chose d'inattendu. Les dernières pages du journal présentaient de légères variations dans l'inclinaison et la pression du trait. Il ne s'agissait pas d'un faux flagrant.
Mais cela suggérait une écriture réalisée dans des conditions différentes de celles des premières notes, peut-être dans un contexte différent, ou à un autre moment. Si l'enterrement a été immédiat, comment expliquer les mentions de bruit de machines les 3e et 4e jours? L'exploitation minière illégale était courante dans les régions montagneuses, isolées de Provence, surtout avant 2012, date à laquelle un contrôle environnemental renforcé a été mis en place. Des carrières de calcaire clandestines avaient déjà été recensées près de Saint-Bérin-les-Roches. S'il y avait eu une activité non autorisée à proximité, quelqu'un aurait pu remarquer l'effondrement. Et le choix a été fait de l'ignorer. Ou pire, un nouvel élément est apparu lorsqu'un ancien employé de la société de technologie GPS, vivant désormais discrètement à Lyon, a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Selon lui, en 2010, une demande informelle avait été formulée pour tester la redirection à distance temporaire de véhicules gouvernementaux dans le cadre de simulations de situations d'urgence. Il n'existait aucun document officiel attestant que ce test avait été administré dans le bus disparu, mais des journaux d'activité avaient été supprimés sur l'ancien serveur. À chaque nouvelle découverte, le conflit cessait d'être linéaire. Si c'était un accident géologique, ce serait une tragédie. S'il s'agissait de négligence administrative, ce serait un scandale. S'il s'agissait d'une manipulation délibérée de l'itinéraire, ce serait un crime. Si quelqu'un savait que le tunnel allait s'effondrer et a dirigé le véhicule en conséquence, la disparition est devenue une exécution indirecte. Et le journal n'était donc pas seulement un récit de survie. C'était une preuve. Dans les dernières sections lisibles, Mathieu a écrit « L'agent a reçu un appel avant le détournement de la route. Il n'a pas répondu, il a simplement écouté. Aucun enregistrement officiel des appels reçus sur le téléphone professionnel de Garnier n'a été trouvé ce matin-là. Mais en 2010, certaines communications avaient encore lieu via des appareils personnels. Le parquet a autorisé la divulgation rétroactive des données archivées par les opérateurs. La presse a commencé à spéculer sur l'implication de personnalités politiques régionales. Garnier est passé du rôle de porte-parole de la tragédie à celui de figure clé potentielle de la dissimulation. Et au cœur de tout cela demeurait une question essentielle. Si l'enterrement était prévu, pourquoi laisser le journal intime ? À moins qu'il n'ait jamais été destiné à être retrouvé, ou que quelqu'un pensait que cela n'arriverait jamais. Le séisme de 2019 a fait plus que simplement exposer du métal tordu sous le béton. Il a ouvert des brèches dans des décisions prises 9 ans plus tôt, et désormais le conflit ne portait plus sur la découverte de ce qui s'était passé. Il s'agissait de découvrir qui avait décidé que cela se produirait. La réouverture de l'enquête a transformé Saint-Bérin-les-Roches en un lieu de pèlerinage, malgré lui. Journalistes, curieux et documentaristes affluent dans le petit village, perturbant la tranquillité qui y régnait depuis des décennies. Pour les habitants, la disparition de 2010 était restée un événement lointain, quelque chose qui s'était produit sur la route, et non dans leur communauté. Mais tout a commencé à s'effriter lorsqu'un habitant de longue date, Henri Valois, âgé de 82 ans, a discrètement contacté le groupe de travail. Il a déclaré que, 3 jours après la disparition du bus, il avait vu des camions stationnés près de l'ancienne route fermée. Il ne s'agissait pas de camions officiels, mais de véhicules banalisés, travaillant de nuit. À l'époque, il avait supposé qu'il s'agissait de réparations clandestines ou d'extraction illégale de calcaire. Il n'a rien signalé. « Ce n'était pas mon affaire », a-t-il déclaré. Cette déclaration a accentué la dimension temporelle du récit. Si une activité humaine a eu lieu sur le site quelques jours après la disparition, elle coïncidait avec les dernières entrées du journal. Parallèlement, à Paris, le parquet se heurtait à une résistance politique croissante. Le scandale financier lié à Mathieu Vasseur refit surface. D'anciens investisseurs, dont certains jouissaient d'une influence régionale significative en Provence, réapparurent dans les enquêtes. Un nom a commencé à revenir fréquemment, Armand Delacroix, un entrepreneur en infrastructure qui avait partiellement financé des projets routiers dans le sud de la France avant 2010.
Il figurait également parmi les investisseurs lésés par la faillite de l'entreprise où travaillait Mathieu. Rien ne le reliait directement au tunnel, mais sa société holding détenait une participation minoritaire dans le sous-traitant engagé pour les inspections structurelles plusieurs mois avant la disparition. Les coïncidences s'accumulaient. Un autre élément est apparu lors de l'analyse du profil de Karim Ben Saïd, l'un des détenus. Des investigations antérieures ont révélé qu'il entretenait des contacts avec des réseaux d'exploitation minière illégale dans le sud de la France. Ceci pourrait expliquer une activité suspecte aux abords du tunnel. Mais il a émis une nouvelle hypothèse. Et si le bus n'avait pas été dirigé uniquement pour faire taire Mathieu? Et si cette diversion était liée à une autre intention, peut-être faciliter une évasion qui n'a jamais eu lieu? Cette théorie a brièvement trouvé un écho favorable lorsque des experts ont découvert, dans les décombres, une porte arrière portant des traces d'une tentative d'ouverture de l'intérieur après l'impact initial. Tentative infructueuse, certes, mais bien réelle. Le journal mentionnait une tension croissante entre les prisonniers le deuxième jour. Certains pensent que nous avons tout vendu. Le mot « vendu » a attiré mon attention. Vendu à qui? Entre-temps, Claire Dubois a commencé à recevoir des messages anonymes après sa deuxième déposition. De courts courriels non signés l'avertissaient de ne pas s'immiscer dans le passé. L'accusation a considéré ces messages comme une tentative d'intimidation. La pression montait. Et puis un autre élément inattendu est apparu. Une analyse géologique détaillée a indiqué que l'effondrement du tunnel principal s'est produit environ 11 minutes après l'entrée du bus. Cela signifie que l'impact initial décrit dans le journal de bord n'était pas un effondrement complet, mais une collision préliminaire, probablement avec un obstacle interne ou une structure instable. S'il s'est écoulé quelques minutes avant l'effondrement complet, quelqu'un aurait pu provoquer l'instabilité. Les explosifs de faible intensité, utilisés dans l'exploitation minière illégale, pourraient fragiliser les piliers. Henri Valois a confirmé qu'il avait entendu des années auparavant des détonations illégales dans la région. Le conflit principal, accident contre sabotage, était désormais mêlé à de multiples intrigues secondaires. Les investisseurs qui ont subi des pertes réclament des représailles. Entreprise d'infrastructure aux rapports falsifiés. Exploitation minière illégale possible. Intimidation des témoins. Manipulation des itinéraires technologiques. Mais la complexité s'est accrue lorsqu'une analyse du sol a révélé un élément crucial. Des traces récentes d'excavation partielle datant de 2010 étaient visibles près du plafond du tunnel. Ils n'étaient pas naturels et elles ne dataient pas de 2019. Cela indiquait que quelqu'un avait tenté d'accéder au site après l'effondrement. Il a essayé et il a abandonné. Pourquoi? Le journal intime, dans ses dernières lignes lisibles, disait « Ils ont écouté, ils se sont arrêtés, puis le silence. Si quelqu'un commençait à creuser et s'arrêtait brusquement, il aurait pu se rendre compte du risque d'exposition. Ou bien il a été décidé que le sauvetage n'était pas opportun. » Le parquet a ouvert une enquête sur les relevés financiers d'Armand Delacroix dans les mois qui ont suivi sa disparition. Des virements importants ont été effectués vers des comptes liés à des sociétés de conseil en gestion des risques. Aucune illégalité explicite, mais le moment était idéal. Parallèlement, les proches des détenus ont déposé une action collective contre l'État français, relançant le débat public sur la responsabilité institutionnelle. L'urgence devenait critique. L'opinion publique exigeait des réponses rapides. Le parquet ne disposait que de quelques mois avant que l'affaire ne soit à nouveau engloutie par des querelles politiques et budgétaires. Chaque intrigue secondaire convergeait vers une conclusion troublante. Quelqu'un l'a découvert. Il y avait quelqu'un. Quelqu'un a commencé à creuser. Et quelqu'un a décidé d'arrêter. Que ce soit par crainte d'un effondrement plus important ou par opportunisme stratégique, cela restait incertain. Mais le récit ne portait plus sur une disparition inexpliquée. C'était devenu un abandon délibéré. Et au centre de tout cela, le journal intime, fragile, taché, presque effacé,
demeurait la seule voix venant du dessous de la montagne. La question qui planait désormais sur l'enquête n'était plus seulement de savoir qui avait détourné le bus. C'est lui qui a écouté les survivants, et il choisit le silence. La violation du secret téléphonique a finalement apporté ce dont l'enquête avait besoin, ou ce qu'elle redoutait. Le matin du 12 avril 2010, à 6h41, le téléphone cellulaire personnel du capitaine Émile Garnier a reçu un appel d'un numéro privé d'une durée de 38 secondes. Les données n'ont pu être récupérées que grâce aux copies physiques archivées par l'opérateur en dehors du système numérique principal. L'enregistrement avait été supprimé de la déclaration initiale remise à l'enquête en 2010, 38 secondes. Le changement d'itinéraire a eu lieu à 6h49. Un silence absolu régnait dans la salle de réunion du groupe de travail lorsque les données furent projetées sur l'écran. Garnier a été immédiatement convoqué. Il a nié se souvenir de l'appel. Il a affirmé avoir reçu à l'époque de nombreux appels concernant l'organisation des transferts. Mais confronté au fait que le numéro avait été manuellement masqué dans le rapport initial, il a changé de version. Il n'a pas nié l'exclusion. Il a déclaré qu'il ne considérait pas cela comme pertinent. Le détail crucial est apparu dans l'analyse complémentaire du journal. Une équipe spécialisée en spectroscopie a révélé que le graphite utilisé sur les dernières pages ne correspondait pas à celui du crayon retrouvé parmi les débris. Des traces chimiques légèrement différentes indiquaient qu'au moins certaines notes avaient été écrites avec un instrument différent. Cela a complètement bouleversé la chronologie. Si Mathieu a écrit une partie de son journal avec un crayon différent, cela signifiait plusieurs instruments d'écriture étaient disponibles. Quelqu'un a accédé au site plus tard, ou bien une partie du journal a été écrite avant le transport. La troisième hypothèse s'est rapidement effondrée. Les descriptions détaillées du tunnel étaient trop précises. Puis survint la révélation qui bouleversa l'affaire. Lors de fouilles complémentaires autour du tunnel, les experts ont découvert une petite cavité latérale naturelle, reliée à l'intérieur du tunnel par une étroite fissure. Cette cavité ne s'est pas complètement effondrée en 2010. À l'intérieur, ils ont trouvé des traces de présence humaine, vestiges d'emballages modernes datant de 2010, fragments de cordes, marques d'outils. Il y avait quelqu'un. Non seulement creusé de l'extérieur, mais aussi accédé de l'intérieur. L'hypothèse qui a émergé était inquiétante. Après l'effondrement partiel, le tunnel n'était pas totalement inaccessible. Un passage latéral permettait un accès limité, et quelqu'un a utilisé ce passage. Mais ce qui a véritablement redéfini le cours de l'histoire, c'est la découverte finale faite dans cette cavité. Un deuxième objet était coincé entre les rochers. Un autre carnet, plus petit, plus abîmé, et parmi ces pages, seules 3 étaient lisibles. L'écriture n'était pas celle de Mathieu. C'était différent, plus ferme. Des lettres anguleuses, signature au bas de la dernière page, Émile G. L'accusation a gardé cette découverte secrète pendant 72 heures. Le contenu était bouleversant. Ils sont encore en vie, nous ne pouvons pas les retirer maintenant. Ordre venu d'en haut, daté du 14 avril 2010. 2 jours après la disparition, le capitaine Garnier a été placé en détention provisoire, mais il n'a pas craqué. Il a déclaré avoir écrit cela sous la pression. Cet ordre supérieur faisait référence à l'impossibilité technique d'un sauvetage immédiat. Il a affirmé que le risque d'un nouvel effondrement était trop élevé. Cependant, le journal de Mathieu indiquait clairement « Ils nous ont parlé ». S'il y avait eu une communication directe entre l'équipe extérieure et les survivants, la décision d'interrompre les fouilles n'était plus une question purement technique. C'est devenu un choix. L'enquête a alors recoupé à nouveau les données financières. 3 jours après la disparition, une société liée à Armand Delacroix a obtenu un contrat d'infrastructure d'urgence d'une valeur nettement supérieure à sa valeur marchande. Signé par le gouvernement régional. Garnier n'avait pas le pouvoir d'autoriser les contrats, mais cela aurait pu être intermédiaire. Le tournant décisif est survenu lorsque l'analyse acoustique du tunnel a démontré que dans les conditions structurelles de 2010,
Toute tentative prolongée d'excavation engendrerait un risque réel d'effondrement supplémentaire, mais pas un risque immédiat. Il y avait du temps, assez de temps pour secourir au moins une partie des survivants. La décision d'arrêter n'était pas due à une impossibilité absolue, c'était calculé. Le pays a réagi avec indignation lorsque la nouvelle de l'arrestation de Garnier a fuité. Des émissions de télévision ont présenté les deux styles d'écriture, côte à côte, celui de Mathieu et celui de Garnier. La disparition n'était plus un mystère géologique. Il s'agissait potentiellement d'un cas d'abandon délibéré alors que la personne était sous la garde de l'État. Mais la raison principale restait encore floue. Pourquoi ne pas l'utiliser ? Qu'y avait-il de si dangereux pour justifier de laisser 9 hommes mourir enterrés vivants? La réponse se trouvait peut-être dans quelque chose que Mathieu savait, quelque chose en lien avec le scandale financier, quelque chose qui pourrait toucher des noms plus prestigieux que Garnier. Le tremblement de terre de 2019 a révélé bien plus qu'un simple bus. Il a révélé une décision. Et maintenant, la France voulait en savoir plus que simplement comment ils étaient de morts. Je voulais savoir pourquoi on les avait laissés mourir. L'arrestation du capitaine Émile Garnier a fait l'effet d'une bombe politique. En moins de 24 heures, l'affaire a fait la une de tous les journaux nationaux. L'image du policier menotté, autrefois symbole d'autorité, est devenue la représentation d'une possible trahison institutionnelle. L'opinion publique était partagée. Certains le considéraient comme le principal coupable, d'autres comme un simple intermédiaire sacrifiable. Mais au sein du parquet, le sentiment était clair. Garnier en savait trop pour avoir agi seul. Le second carnet, découvert dans une cavité latérale du tunnel près de Saint-Bérin-les-Roches, a fait l'objet d'un examen médico-légal approfondi. La datation du papier et de l'encre a confirmé qu'il avait été rédigé en 2010. Aucune trace de falsification ultérieure n'a été relevée. Le passage le plus analysé était court, mais dévastateur. Communication établie, survivant confirmé, risque structurel élevé, ordre reçu, suspension. Le mot « suspendre » était souligné 2 fois. La question n'était plus seulement de savoir qui avait donné l'ordre, c'était parce que quelqu'un donnerait cet ordre. Alors que Garnier gardait un silence stratégique, l'enquête financière progressait. Le nom d'Armand Delacroix refit surface avec plus d'insistance. Son entreprise de travaux publics avait conclu, quelques semaines après la disparition, un contrat pour le renforcement d'urgence des tunnels dans toute la région sud de la France. Le contrat a été approuvé en urgence, aucune concurrence. La justification officielle invoquée était d'éviter d'autres effondrements après l'accident isolé impliquant le bus pénitentiaire. Si l'effondrement avait été considéré comme une simple tragédie, les contrats d'urgence auraient été justifiés. Mais s'il y avait eu des survivants, et si cela avait été connu, le récit public aurait été différent. L'incitation à maintenir l'affaire classée comme disparition inexpliquée devenait évidente. La presse a commencé à reconstituer le scandale financier lié à Mathieu Vasseur. De vieux documents ont révélé que, quelques semaines avant son transfert en prison, il avait tenté de négocier une peine avec les autorités. Sa demande n'a pas abouti. Mais des documents internes ont révélé une activité inhabituelle au cours du processus. Si Mathieu avait l'intention de révéler des noms plus importants, son transfert pourrait avoir été un moment stratégique pour le faire taire. Dans la prison de Marseille, un ancien employé a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il a rapporté que, la veille du transfert, 2 hommes n'appartenant pas au personnel administratif habituel s'étaient rendus dans l'aile où était détenu Mathieu. Aucun compte rendu officiel de cette visite n'a été conservé. Les tensions se sont exacerbées lorsque l'analyse plus poussée du journal de Mathieu a révélé un passage presque effacé, rendu visible par la lumière médico-légale. J'ai dit que si quelque chose m'arrivait, les fichiers étaient protégés. Fichiers. Protégés où? Cette phrase a complètement changé l'orientation de l'enquête. S'il existait des fichiers, des documents compromettants, et s'ils n'ont pas été trouvés en sa possession, alors ils pourraient encore être accessibles.
Le parquet a demandé l'accès aux anciens serveurs de la société financière où travaillait Mathieu. Bien qu'officiellement en faillite, certaines sauvegardes avaient été conservées en raison d'obligations légales. Entre-temps, Garnier a finalement pris la parole. Pas lors d'une conférence de presse, mais lors d'un interrogatoire formel. Il a confirmé avoir reçu un appel à 6h41. Il a confirmé avoir reçu l'instruction d'accepter le détour indiqué. Il a confirmé qu'il se trouvait dans la cavité latérale 2 jours après l'inhumation, et il a confirmé avoir entendu des voix. Ils étaient faibles, mais ils étaient vivants. Interrogé sur les raisons de la suspension des fouilles, il a répondu « Ils ont dit que ce que l'un d'eux savait était plus dangereux que ce qui arriverait s'il mourait. » Il n'a cité aucun nom. Le procureur a demandé un accord de plaidoyer. Garnier a exigé des garanties de protection. L'information a fuité avant qu'un accord formel ne soit conclu. La France a réagi avec une indignation collective. Des manifestations ont eu lieu à Paris et à Marseille, exigeant des comptes non seulement des individus, mais aussi des structures étatiques dans leur ensemble. L'affaire ne relève plus uniquement de la police. C'est devenu une crise institutionnelle. Mais les conséquences ne se sont pas limitées à la sphère publique. Claire Dubois a été placée sous protection policière suite à de nouvelles menaces. Henri Valois a été transféré temporairement dans un lieu sûr. Des journalistes ont signalé des tentatives d'intrusion numérique dans leur rédaction. Quelqu'un essayait encore de contrôler le récit. Puis vint une découverte qui élargit encore la portée de l'affaire. Dans les sauvegardes de l'ancienne société financière, les experts ont découvert des fichiers cryptés associés à l'identifiant personnel de Mathieu. Parmi eux, figuraient des documents suggérant une manipulation d'appels d'offres publics relatifs aux infrastructures routières du sud de la France, notamment des contrats concernant des tunnels et des entreprises liées à Delacroix. Si ces documents avaient été rendus publics en 2010, ils auraient pu compromettre des personnalités politiques régionales et des chefs d'entreprise de haut rang. La disparition du bus n'est plus seulement un prétexte pour dissimuler une négligence. Cela a commencé à ressembler à une tactique de censure préventive. La décision de suspendre les opérations de sauvetage a peut-être été motivée par la crainte que Mathieu survive et parle. Mais une question demeurait. Si le but était de le faire taire, pourquoi lui avoir permis de tenir un journal intime? La réponse commençait à se dessiner d'une manière inquiétante. Peut-être que personne ne savait qu'il possédait le carnet. Ou peut-être ont-ils sous-estimé la possibilité qu'un tremblement de terre, 9 ans plus tard, révèle tout. Les conséquences s'étendaient désormais au-delà du passé. Les ministres ont été convoqués pour être interrogés. Des commissions parlementaires ont été ouvertes. Le nom d'Armand Delacroix a commencé à disparaître discrètement des registres commerciaux en ligne. Et la question qui dominait le pays était simple et dévastatrice. Combien de personnes étaient au courant? L'enquête n'était plus seulement institutionnelle, elle était devenue personnelle. La procureure en charge du dossier, Camille Renaud, a adopté une position qui allait au-delà du protocole. Fille d'un ancien policier ayant consacré sa vie au service public, elle considérait l'affaire non seulement comme un scandale, mais aussi comme une rupture morale. Elle a pris une décision stratégique. Rendre publiques certaines des conclusions avant que les pressions politiques ne les étouffent à nouveau. Lors d'une conférence de presse tenue à Paris, Camille a officiellement confirmé 3 points. Il y a eu des survivants après le glissement de terrain. Les fouilles ont été entamées, puis interrompues par décision humaine. L'enquête porte désormais également sur d'éventuelles obstructions à la justice et un complot. La transparence a modifié l'équilibre des pouvoirs. Alors qu'auparavant les personnalités influentes pouvaient agir en coulisses, désormais chaque geste était observé par une opinion publique mobilisée. Entre-temps, Garnier a commencé à changer. Pendant des semaines, il a adopté une attitude défensive. Mais confronté aux enregistrements récupérés sur un vieux enregistreur portable trouvé parmi ses affaires, un appareil qu'il utilisait pour prendre des notes opérationnelles, sa résistance a commencé à s'effriter. L'enregistrement audio, partiellement endommagé, contenait des bruits de creusement et des voix étouffées. Une faible voix masculine dit « Ne nous quittez pas ».
L'enregistrement s'est interrompu brusquement. Garnier a entendu cet extrait à 2 reprises au cours de l'interrogatoire. À la 3e tentative, il baissa la tête. Il révéla ensuite qu'au moment où il reçut l'ordre de suspendre le plan de sauvetage, il estimait que le risque politique l'emportait sur le risque moral. Il était convaincu que l'effondrement serait perçu comme une fatalité, que personne ne pourrait jamais prouver la survie. Il a choisi d'obéir. Mais maintenant, confronté aux preuves, il a commencé à coopérer. Il a fourni les noms de 2 intermédiaires qui ont participé à la communication entre des hommes d'affaires régionaux et des secteurs de l'administration publique. L'un d'eux avait un lien direct avec les marchés d'infrastructures de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La transformation n'avait rien d'héroïque, c'était lent, empreint d'une culpabilité visible. Parallèlement, Camille concentra ses efforts sur le déchiffrement des fichiers cryptés laissés par Mathieu Vasseur. Des experts en sécurité numérique confirmèrent que les documents ne reposaient pas sur de simples soupçons. Il s'agissait de feuilles de calcul détaillées, recensant des paiements dissimulés, des surfacturations et des transferts indirects à des campagnes politiques régionales. Parmi les contrats répertoriés figurait celui de la société même qui avait inspecté le tunnel des années auparavant. L'affaire a pris une tournure non seulement émotionnelle, mais aussi structurelle. L'État français a été contraint de créer une commission parlementaire indépendante. Les familles des détenus, autrefois victimes invisibles, sont devenues des voix centrales lors des audiences publiques. Karim Ben Saïd, Luc Morel, Étienne Roland, des noms autrefois associés au crime, sont désormais associés à des hommes abandonnés à la garde de l'État. Le récit a commencé à changer. Il ne s'agissait pas d'une question d'innocence ou de culpabilité concernant des crimes passés. Il s'agissait d'une question de responsabilité après condamnation. Camille a également dû faire face à des difficultés personnelles. Des pressions politiques ont tenté de l'écarter de la direction de l'affaire. Des offres de promotion ont fait surface discrètement. Accompagnées de la suggestion qu'un autre parquet prenne en charge l'enquête, elle a refusé. Cette décision a marqué sa propre trajectoire de croissance. Non pas comme une figure idéalisée, mais comme quelqu'un qui comprenait que, dans ce contexte, une neutralité excessive équivalait à de la complicité. Par ailleurs, de nouveaux examens effectués sur le site du tunnel ont révélé que la cavité latérale aurait pu abriter des êtres vivants pendant 5 jours avec une circulation d'air limitée. 5 jours. Assez de temps pour sauver la situation. Assez de temps pour en économiser au moins un peu. La confirmation technique a transformé l'indignation en certitude. Garnier, qui collabore désormais officiellement, a révélé le dernier détail. L'ordre de suspension est intervenu après qu'il a mentionné que Mathieu parlait de listes et de preuves numériques externes. S'il y avait une rançon, Mathieu pourrait négocier une liberté réduite en échange d'informations sur la vérité, et cela pourrait déclencher une crise politique d'envergure nationale. Le choix fait en 2010 a été de préserver les structures de pouvoir. L'enquête, qui prenait de l'ampleur, pointait désormais directement du doigt des dirigeants de haut rang et une possible collusion gouvernementale. Mais la plus grande transformation s'est opérée dans le discours public. L'affaire a cessé d'être un mystère tragique pour devenir un symbole de responsabilité institutionnelle. Et la question a encore changé. Il ne s'agissait plus seulement de savoir qui était au courant. C'était lui qui essayait encore d'empêcher que tout ne soit révélé. Le temps est devenu le pire ennemi de l'enquête. Le comité parlementaire a programmé une audience cruciale 3 semaines plus tard. Camille Renaud savait qu'avant cela, il lui fallait quelque chose d'irréfutable, non seulement des preuves financières ou des témoignages émotionnels, mais une preuve qui reliait directement l'ordre d'abandon à une autorité supérieure. Garnier avait fourni des noms d'intermédiaires. Tous deux ont nié toute implication directe. Ils ont affirmé qu'il s'agissait d'interprétations excessives. Mais il manquait encore une pièce au puzzle, le sort des dossiers protégés mentionnés par Mathieu dans son journal. L'équipe d'analyse numérique a examiné les sauvegardes de l'ancienne société financière. Un expert a remarqué une anomalie dans une série de courriels envoyés quelques semaines avant le transfert en prison.
Les messages semblaient anodins, des échanges concernant des rapports trimestriels. Or, la taille des pièces jointes variait très peu, ce qui était incohérent avec leur contenu. C'était de la stéganographie, des données dissimulées dans des documents apparemment inoffensifs. Après une extraction minutieuse, un ensemble de fichiers chiffrés supplémentaires a été découvert. Cette fois, il ne s'agissait pas simplement de feuilles de calcul. Il s'agissait d'enregistrements, conversations téléphoniques enregistrées secrètement par Mathieu des mois avant son arrestation. L'un d'eux a immédiatement attiré mon attention. La voix, identifiée comme étant celle d'Armand Delacroix, discutait avec un interlocuteur non identifié de la nécessité de neutraliser les risques avant toute coopération judiciaire. L'enregistrement ne mentionnait explicitement aucun nom, mais cette date était antérieure au transfert. Et il y avait une phrase cruciale. Le mouvement doit ressembler à une démarche logistique et non à une réaction. Ça a tout changé. Si le transfert a été manipulé pour créer une opportunité d'accident, alors la disparition n'était pas improvisée, c'était prévu. Camille a décidé d'agir avant l'audition parlementaire. Elle a demandé un mandat de perquisition pour les sièges sociaux restants des sociétés liées à Delacroix. L'opération a été autorisée à titre confidentiel. Mais le secret n'a pas duré longtemps. Quelques heures avant l'exécution des mandats, l'un des intermédiaires mentionnés par Garnier a été retrouvé mort dans son appartement à Lyon. Officiellement, un suicide. Officieusement, les circonstances sont douteuses. La pression a augmenté de façon exponentielle. Le parquet s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas seulement de traiter des crimes passés, mais aussi d'un mouvement actif visant à limiter les dégâts. Par ailleurs, l'analyse finale de la cavité latérale a révélé un détail passé inaperçu. Des traces de peinture fluorescente utilisées pour la signalétique intérieure temporaire. Ce type de peinture était couramment utilisé lors des opérations techniques d'inspection routière. Interdiction des mines illégales, pas des civils de fortune. Des équipes professionnelles étaient présentes. Cela signifiait que l'accès au tunnel après l'effondrement ne se faisait pas par une voie clandestine isolée. C'était coordonné. L'équipe a recoupé les données des véhicules officiels ayant circulé dans la région dans les jours qui ont suivi la disparition. Un convoi appartenant à une entreprise sous contrat avec le gouvernement a été repéré à quelques kilomètres de Saint-Bérin-les-Roches 2 jours après l'accident. Officiellement, ils effectuaient une inspection de routine sur une autre structure. Mais l'heure ne correspondait pas parfaitement au lieu indiqué. Camille décida de confronter Delacroix directement avant l'audience publique. Il est apparu accompagné d'avocats. Il a tout nié. Il a déclaré que l'enregistrement était ambigu. Il a précisé que l'expression « neutraliser les risques » faisait référence à des stratégies juridiques. Mais confronté aux preuves que des équipes techniques s'étaient rendues dans la cavité latérale et que des survivants avaient été confirmés vivants, sa position a vacillé pour la première fois. Ce n'était pas un aveu. Ce fut un long silence. La montée en puissance, jusqu'au point culminant, n'était pas seulement juridique, elle était aussi émotionnelle et politique. Les familles des victimes ont organisé une veillée nationale. Des bougies ont été allumées à Marseille et à Paris. L'affaire a dépassé les frontières françaises. Les médias internationaux ont commencé à couvrir l'histoire comme un exemple extrême de corruption institutionnelle. Camille a été averti qu'une tentative était faite pour discréditer les enregistrements en les présentant comme ayant été manipulés numériquement. Des experts indépendants ont été sollicités pour une validation publique avant l'audience. Le temps pressait. 3 jours avant la session parlementaire, l'analyse médico-légale a confirmé l'authenticité des enregistrements de Mathieu. La veille de l'audience, Garnier a demandé à prendre la parole à nouveau. Il a révélé un dernier détail qu'il avait gardé pour lui par peur. L'ordre de suspendre les opérations de sauvetage n'a pas été donné par téléphone. Elle est arrivée via une connexion cryptée grâce à une application sécurisée utilisée à l'époque par de hauts responsables du gouvernement régional. Et il avait conservé l'ancien appareil. Escondido. Il l'a remis ce soir-là.
Si l'appareil contenait encore des traces récupérables, cela pourrait relier directement la commande à une personne supérieure à Delacroix. Les tensions ont atteint un point de rupture. Il n'y avait plus de place pour reculer. Le lendemain, des preuves seraient présentées devant la commission parlementaire, et ce qui allait être révélé pourrait redéfinir non seulement l'incident du bus, mais aussi la confiance du public envers toute une structure de pouvoir. L'audition parlementaire a débuté à 9 h du matin à Paris, sous haute sécurité, et a été retransmise en direct dans tout le pays. La salle était comble, journalistes, proches des victimes, conseillers juridiques et membres de la commission occupaient chaque place disponible. Dehors, des manifestants brandissaient des photos des 9 détenus. Pour la première fois, des visages avaient remplacé des numéros. Camille Renaud entra, une fine mallette à la main. À l'intérieur, pas des dizaines de documents, seulement 3 éléments essentiels, les enregistrements stéganographiques récupérés par Mathieu. Le deuxième carnet est signé par Émile Garnier. L'appareil crypté a été livré la nuit précédente. Le silence était presque physique lorsqu'elle a commencé sa présentation. Il a d'abord présenté le calendrier consolidé. 6h41, appel reçu par Garnier. 6h49. Changement d'itinéraire, effondrement partiel du tunnel. Des survivants ont été confirmés 2 jours plus tard, ordre de suspension. Ensuite, il a montré un extrait de l'enregistrement de Mathieu. La voix d'Armand Delacroix résonna dans la salle plénière. Le mouvement doit ressembler à une démarche logistique et non à une réaction. Des murmures résonnèrent dans la pièce. Mais le véritable impact est apparu avec les résultats préliminaires de l'analyse forensique de l'appareil crypté. Les experts sont parvenus à récupérer des fragments de données effacés. Parmi eux figuraient suffisamment de métadonnées pour identifier l'expéditeur du message envoyé à Garnier. Le nom est apparu à l'écran. Ce n'était pas Delacroix. Il était secrétaire régional aux infrastructures de Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2010, un homme qui, des années plus tard, allait devenir une figure politique nationale. Le message partiellement reconstitué disait « Confirmé, suspension de l'intervention ». Priorité, stabilité institutionnelle. L'expression « stabilité institutionnelle » a été soulignée à plusieurs reprises dans le rapport d'experts. La pièce résonna de voix. Le secrétaire, présent à l'audience, s'est immédiatement levé, niant son authenticité. Il a dénoncé des manipulations, des persécutions politiques et une atteinte à sa carrière. Mais Camille n'a pas répondu par la rhétorique. Il a réagi par des actes. Il a invité Émile Garnier à le rejoindre sur le podium. Pour la première fois depuis son arrestation, il s'est exprimé publiquement. Sa voix n'était pas ferme. Je les ai entendus. Ils étaient vivants. J'ai demandé la permission de continuer. Ils ont dit qu'il y avait quelque chose de plus important en jeu, que le pays ne pouvait pas gérer le scandale à ce moment-là. Il prit une profonde inspiration avant de terminer. J'ai obéi. Le poids des aveux s'abattit sur la séance plénière comme l'effondrement du tunnel lui-même. Il n'y avait plus aucune ambiguïté morale, il y avait un choix. La transformation du protagoniste collectif, l'enquête, est devenue visible à ce moment-là. Il ne s'agissait plus de tenter de prouver des soupçons, mais de présenter une décision documentée. La secrétaire a tenté de quitter les lieux sous escorte. On l'en a empêché. Un mandat d'arrêt a été émis sur le champ, sur la base des preuves présentées. Dehors, la nouvelle s'est répandue en quelques minutes. La retransmission en direct a capturé le moment précis de l'annonce de la décision de justice. Mais la question centrale demeurait « Pourquoi Mathieu représentait-il une si grande menace ?» Camille a conclu l'audience en révélant le dernier élément. Parmi les fichiers cryptés figurait une liste de paiements illégaux liant des contrats d'infrastructure, y compris des inspections de tunnels, au financement de campagnes politiques régionales. Si Mathieu avait officiellement collaboré en 2010, la révélation aurait pu faire tomber non seulement Delacroix, mais aussi une partie de la direction régionale. Cet accident a permis d'éviter cette crise à ce moment-là. Mais 9 ans plus tard, le tremblement de terre a tout ramené à la surface.
La décision d'abandonner les tombes de 9 hommes a été prise pour protéger un réseau de corruption, non pas par crainte technique, non pas parce que c'est impossible, pour des raisons politiques. Le point culminant n'était ni une poursuite ni une confrontation physique, c'était la révélation publique d'un choix moral erroné. Alors que la secrétaire était emmenée au poste de police, Camille a fait la déclaration finale. L'État a failli à 2 reprises. D'abord en détournant le bus, ensuite en tournant le dos à des hommes encore en vie. Aujourd'hui, cet échec n'est plus passé sous silence. L'émission a été suivie par des millions de personnes. Sur les réseaux sociaux, des extraits de l'audience ont commencé à circuler presque instantanément. Le pays assistait non seulement à la chute d'une figure puissante, mais aussi à celle d'un homme d'influence. J'assistais au moment où une vérité enfouie depuis 9 ans rendait enfin son dernier souffle, et au centre de tout cela demeurait le journal de Mathieu Vasseur, fragile, taché, mais décisif. La voix qu'ils ont tenté d'étouffer est celle qui a fait s'écrouler l'édifice qu'il avait abandonné. Les arrestations effectuées après l'audience ne marquaient que le début des conséquences officielles. L'ancien secrétaire régional a été inculpé d'entrave à la justice, de non-assistance à personne en danger et de complot en vue de dissimuler des crimes institutionnels. Armand Delacroix a fait l'objet d'une enquête pour corruption active et fraude dans le cadre de marchés publics. D'autres noms ont été cités dans les semaines suivantes, mais l'impact réel est allé bien au-delà des tribunaux. Dans la région entre Marseille et Lyon, où le tunnel était resté silencieux pendant 9 ans, le site a été officiellement transformé en mémorial temporaire, non pas pour célébrer l'innocence, car nombre des hommes enterrés avaient commis des crimes, mais pour reconnaître la responsabilité de l'État envers les personnes qu'il détient. Les familles ont enfin reçu des réponses. Dures, brutales, mais des réponses. Les rapports finaux ont confirmé qu'au moins 4 des 9 détenus ont survécu pendant 3 jours complets. 2 d'entre eux auraient peut-être survécu pendant 4 jours. L'évaluation technique était accompagnée d'un rapport qui affirmait sans équivoque le sauvetage était possible dans les 72 premières heures. Cette phrase est devenue un symbole de l'affaire. C'était faisable. Émile Garnier fut condamné, mais sa coopération lui permit de réduire sa peine. Son image publique ne s'en remit jamais complètement. Il ne chercha plus à se justifier. Dans son dernier témoignage, il déclara seulement « J'ai fait le mauvais choix au moment où il était le plus difficile de choisir le bon ». Claire Dubois a été réintégrée symboliquement à titre de consultante indépendante auprès de la Commission nationale d'examen des infrastructures souterraines. Son rapport initial, modifié en 2010, a été versé au dossier comme preuve de négligence administrative. Camille Renaud a décliné les propositions de poste politique. Elle est restée dans le système judiciaire. Pour elle, cette affaire a redéfini un principe fondamental. La transparence n'était pas une stratégie, mais une protection démocratique. Les documents laissés par Mathieu Vasseur ont déclenché des audits de dizaines de marchés publics. Plusieurs entreprises ont fait l'objet d'enquêtes. Certaines ont été dissoutes. Les procédures allaient s'éterniser pendant des années. Mais la plus grande transformation a été culturelle. L'affaire du bus n'est plus classée comme une disparition de 2010. L'événement fut surnommé « l'abandon du tunnel ». Le changement sémantique reflétait le changement moral. Ce n'était pas un mystère, c'était une décision. À Saint-Bérin-les-Roches, les habitants qui, pendant des années, ont cru n'avoir entendu qu'un lointain tremblement de terre, ont fini par comprendre que, sous la montagne, de véritables voix appelaient à l'aide. Le mémorial permanent a été inauguré à l'occasion du 9e anniversaire de la redécouverte. 9 plaques de métal, alignées sous le talus stabilisé, portaient les noms complets des hommes, sans mentionner les crimes précédents. Date seulement. Et une phrase gravée ci-dessous, « La responsabilité ne s'éteint pas ». L'enregistrement de l'audience a continué de circuler sur les réseaux sociaux pendant des mois.
Des extraits des aveux de Garnier et la révélation des messages cryptés sont devenus un point de référence dans les débats sur l'éthique publique. Le séisme de 2019 a mis à nu du béton, de l'acier et des ossements. Mais ce que cela a réellement mis au jour, c'est quelque chose de plus profond. La preuve que les décisions prises en silence peuvent résonner pendant des années, jusqu'à ce que la Terre elle-même décide de les révéler. Le pays n'est pas revenu à la situation d'avant 2019. Des réformes législatives ont été mises en place concernant la transparence des transferts de prisonniers et des protocoles de sauvetage. Des changements ont été apportés au système de suivi des véhicules. Un examen des contrats d'urgence a été effectué, mais surtout, il y a eu une reconnaissance publique du fait que la stabilité institutionnelle ne peut pas se faire au prix d'abandon délibéré de vies humaines. Le journal de Mathieu Vasseur a été conservé aux Archives nationales en tant que document historique, non pas comme un symbole d'innocence, mais à titre de témoignage. La montagne a gardé le secret pendant 9 ans. La vérité avait besoin d'un tremblement de terre pour respirer. Et lorsqu'il a enfin repris son souffle, il a transformé son indignation en responsabilité. Des années plus tard, des visiteurs s'arrêtent encore sur l'ancien versant près de Saint-Bérin-les-Roches. Le tunnel est désormais condamné, mais le mémorial demeure. Parmi les plaques de métal, on trouve une petite réplique en verre du carnet découvert sous les décombres. Les touristes touchent la vitre en silence. Les étudiants étudient ce cas dans les facultés de droit. Et chaque fois que quelqu'un demande comment 9 hommes ont pu être abandonnés sous une montagne, la réponse ne commence pas par « tremblement de terre ». Tout commence par un choix. L'histoire ne s'est pas arrêtée à l'effondrement du tunnel. Cela prit fin dès que le silence fut rompu. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que la vérité peut être enterrée, mais qu'elle le reste rarement pour toujours. Que feriez-vous si vous découvriez que des décisions prises en silence ont coûté des vies? Croyez-vous qu'une justice différée soit encore justice, ou que certains choix n'auraient jamais dû être faits? N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Votre avis compte. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui croit lui aussi que la responsabilité ne s'éteint jamais. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre de nouvelles histoires vraies qui brisent le silence, révèlent des secrets et exposent ce que beaucoup préfèrent cacher.